Bonjour, colonel Jacques. Bonjour et merci de m'inviter à nouveau. Tout l'honneur toujours pour nous. Merci infiniment pour l'acceptation de notre invitation. J'aimerais bien commencer notre rencontre hebdomadaire avec vous, avec l'évolution de la scène politique syrienne à la suite de la chute surprenante du régime Al-Assad. Il paraît que même ses alliés avoir donné l'aval, il a été laissé par ses alliés. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il est devenu un fardeau économique, politique, géostratégique pour ses alliés. Cette chute aussi a laissé un débat sur qui gagne et qui perd. Bien sûr, qu'il soit clair que le rêve du grand Israël qui est sur le point de naître sur le sang et les craintes des enfants et des femmes de Gaza est le principal gagnant. Il semble également que le principal perdant soit le peuple syrien qui voit que son rêve de démocratie vient d'être amené, chargé dans les cercueils de Mohamed Jolani, malgré les opérations cosmétiques menées à son profit par le CIA et le Mossad, mais il n'arrive jamais à cacher son visage comme un ancien de Al-Qaïda, un ancien de l'État islamique, un ancien aussi de Daesh. Comment vous voyez la situation, colonel Jacques? Alors, pour comprendre la situation telle qu'on l'a aujourd'hui, qui a effectivement été une surprise, puisque l'expérience de ce qui s'était passé dans les années 2011 à 2019, grosso modo, cette expérience avait montré que l'armée syrienne et le gouvernement syrien s'étaient défendus très vaillamment contre les attaques des rebelles. Enfin, des rebelles. Ce n'étaient pas des rebelles, de nouveau, c'était des forces amenées de l'étranger pour lutter contre le gouvernement syrien. Alors, je ne dis pas n'importe quoi, puisqu'on avait à ce moment-là, et peut-être important de rappeler qu'avant la crise syrienne, il y avait eu la crise libyenne, et peut-être là, pour rappeler un peu les choses, les 85% des combattants libyens qu'on avait en Afghanistan, en Irak et en Syrie venaient de Libye. Donc, si vous voulez, la crise libyenne qui a été créée par les Occidentaux, où il s'agissait de renverser Kadhafi en soutenant les forces islamistes en Libye, eh bien, après la victoire, entre guillemets, en Libye contre le gouvernement Kadhafi, eh bien, ces militants ont été envoyés en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Et ces chiffres ne sont pas les miens, ce sont des chiffres de l'Académie de West Point, qui a fait une analyse déjà en 2012 du conflit et qui avait constaté effectivement qu'il y avait une sorte de vase communicant entre les différents conflits. Quand on regarde, pardon, ce n'était pas ça que je voulais montrer, on va revenir, excusez-moi, là j'ai tout d'un coup, voilà, ça y est, on va prendre là. Et quand vous regardez les combattants en Syrie qu'il y avait, vous voyez que pratiquement 15 000 venaient de Libye et qu'une grande partie venait de Turquie, de Tunisie, du Liban, d'Irak. En fait, la Syrie a attiré tous les combattants de la région méditerranéenne, un peu moins de l'Asie centrale, mais surtout de la région méditerranéenne. Et on n'a jamais eu une révolution populaire contre Bachar al-Assad. On a une révolution, ou même pas une révolution, une guerre menée avec l'appui de l'étranger contre la Syrie.
Et ces chiffres ont été repris par de différentes sources que j'indique sur ici. C'était notamment des sources algériennes, Le Point, la Libre Belgique et Le Figaro. Donc, c'est pas des chiffres qui sortent de nulle part. Et ça montre effectivement que le conflit syrien n'était pas un conflit intérieur, c'était un conflit qui était destiné à faire couler le gouvernement Assad. Et comme je l'ai expliqué la fois passée, la raison pour laquelle on voulait faire, comment dire, on voulait éliminer le gouvernement Assad, c'est que Israël considérait que cette grande puissance juste à côté de lui était menaçante. Et ça a été une politique constante d'Israël, depuis son existence, à vrai dire, d'essayer de provoquer des crises dans les gouvernements, dans les pays qui l'avoisinaient, de façon à ce que ces pays s'occupent à s'entretuer et ne menacent plus Israël. Donc c'est une sorte de sécurité par le chaos, une sécurité par la dissémination de la violence qu'Israël a lancée. Et c'est effectivement, je vous rappelle d'ailleurs que la guerre en Libye, Bernard-Henri Lévy avait déclaré sur une chaîne de télévision qu'il ne l'avait pas fait en tant que Français, il l'avait fait en tant que Juif. Donc, on voit bien qu'il y a comment dire, il y a un dessein S-E-I-N, bien sûr, qui vise à créer le chaos autour d'Israël de façon à ce qu'Israël soit préservé. Et c'est effectivement cette situation qu'on a et qui a conduit à l'image qu'on a de la situation qu'on avait hier en Israël. Il faut que, voilà, je retrouve mon image. La voici. Et c'est la carte que l'on avait hier. Donc, on avait les militants islamistes qui sont partis de la zone de désescalade d'Idlib, qui était la plus importante sous la protection ou la couverture de l'égide, pourrait-on dire, de la Turquie. Mais il y avait une autre zone de désescalade qui était près de la frontière israélienne, dans la région de Daraa. Et on voit que les attaques qui ont été menées ces derniers jours, depuis le 27 novembre, à vrai dire, contre la Syrie, venaient de trois directions. La première, depuis la région d'Idlib, donc la région ici au nord-ouest, la région de Daraa, au sud-ouest, et de la région de Tanf. Je vous rappelle que la région de Tanf, ici, c'est une région où il y a une base de l'armée américaine qui entretient depuis longtemps des relations avec des militants sunnites. Et je vous rappelle que j'avais mentionné la fois passée cette idée des Américains de créer une principauté salafiste dans cette région. Et il y a une base ici, exactement à la frontière, la base de Al-Tanf. Et c'est à partir de cette zone qui a été attaquée. Donc, si vous voulez, le gouvernement syrien a été attaqué de trois parties, du nord, du nord-ouest, du sud-ouest et du sud. Et c'est probablement cette situation qui a conduit le gouvernement syrien. Ici, vous avez trois drapeaux d'ailleurs que j'illustre, simplement pour votre affaire, parce qu'il y a encore un élément dont on a relativement peu parlé, mais que c'est la Syrian National Army, l'armée nationale syrienne, qui n'est pas l'armée arabe syrienne. Et ça, c'est important de le dire. L'armée arabe syrienne, c'est l'armée régulière syrienne. Ce que les experts de C'est dans l'air, Agnès Levallois et autres, appellent les forces de Bachar, n'est-ce pas? Ça, c'est les forces de Bachar. Les autres sont l'armée nationale syrienne. L'armée nationale syrienne est une armée qui est dérivée de l'armée syrienne libre, qui était, et peut-être ici pour illustrer mon propos, voilà, l'armée syrienne libre qui existait dans les années 2011-2012, qui est une armée qui a été créée en Turquie en 2011
sur la base des frères musulmans qui avaient été comment dire, expulsés de Syrie dans les années 80 et qui sont restés en Turquie, et ils ont créé cette armée syrienne libre qui a évolué ces années dans l'armée nationale syrienne. Et vous voyez ce militant, d'ailleurs, c'est assez amusant, ce militant c'est une photo qui a été prise récemment en Syrie, où on voit qu'il a à la fois le drapeau de l'armée syrienne libre, ce drapeau avec les 3 étoiles, le drapeau de l'État islamique, le drapeau turc et le drapeau de l'armée nationale syrienne. Donc on voit qu'on est dans une espèce de comment dire, de force composite. Ça illustre très très bien la nature de l'attaque qui a eu lieu contre la Syrie. Et c'est cette force composite qui a été probablement le gouvernement syrien, Bachar al-Assad en particulier, a considéré que c'était une menace trop importante pour se relancer dans un conflit. Parce que ce qui explique la défaite rapide des forces syriennes, je veux dire des forces syriennes légales, pas légalistes, mais légales, c'est-à-dire l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne, c'est apparemment, selon d'ailleurs un communiqué qui a été fait, qui a été publié par le ministère des Affaires étrangères russe hier soir, apparemment, Bachar el-Assad a négocié avec, on ne sait pas exactement si c'est avec la Turquie ou directement avec les rebelles, pour qu'ils prennent pour que finalement la prise de pouvoir, si vous voulez, ou le changement de pouvoir se fasse sans violence. Donc ça veut dire en clair que apparemment le gouvernement syrien a accepté, entre guillemets, l'idée de ce changement, de cette prise de position, comment dire, de pouvoir par les forces, ces forces qu'il attaquait de 3 côtés. Et il y a plusieurs explications à ce phénomène. Je pense que là, il faut aussi comprendre que la Syrie, depuis 2011 en réalité, est sous l'effet de sanctions. Il y a toute une série de facteurs qui fait que la Syrie est devenue un État qui ne peut pas fonctionner. Alors, il y avait naturellement les sanctions économiques contre la Syrie, qui faisait, et aussi d'ailleurs le fait que toute la partie est du pays est sous le contrôle américain. Donc la partie jaune ici sont les Kurdes, qui occupent d'ailleurs un territoire qu'ils n'ont jamais occupé historiquement. Hein. Historiquement, les Kurdes sont un peuple qui s'est trouvé à la frontière de la Turquie, un peu ici dans cette pointe, à l'extrême est de Syrie, mais ils n'ont jamais été dans cette partie-là. Et les Américains, probablement les Turcs, ont vu l'opportunité, en démantelant la Syrie, de pouvoir créer ici un État kurde, et on verra probablement ces prochaines années un effort des Turcs pour repousser tous les Kurdes vers ce pays et créer ici un État kurde. Je n'en sais rien, mais c'est une évolution possible. En tout état de cause, c'est dans cette partie-là et cette partie est du pays que se trouvent des puits pétroliers qui auraient pu constituer des ressources à la Syrie, mais qui sont précisément occupés par les Américains. Et les Américains, d'ailleurs, volent depuis 2014-2015, ils volent littéralement le pétrole syrien pour financer l'appui aux Kurdes dans l'est du pays. Donc, si vous voulez, priver de toutes ces ressources économiques par les sanctions, par
par l'absence de revenus pétroliers, et dans un contexte où les destructions ont été énormes, par les bombardements réguliers d'Israël contre la Syrie. Finalement, la Syrie s'est trouvée devant une tâche à peu près impossible qui consistait à devoir reconstruire un pays sans aucune ressource. Et cette situation a fait que les institutions n'ont pas fonctionné normalement depuis maintenant une dizaine d'années en tout cas. Et ça a provoqué le développement de la corruption, une vulnérabilité des forces armées à la corruption, probablement des généraux. Et ceci explique l'absence de volonté de défense d'une certaine manière, ou en tout cas une sorte de, comment dire, de sentiment de défaite quelque part qui existait déjà. Et donc, on n'était plus du tout dans la situation de cette armée syrienne qui s'était battue très courageusement dans les années 2011, 2012 et jusqu'en 2017 à peu près. Et voyant cela, et je pense que Bachar el-Assad est quelqu'un qui est très loin d'être le dictateur brutal que nos médias, que des gens comme, enfin, je ne veux pas revenir sur Agnès Levallois, mais quand on entendait les commentaires faits sur C'est dans l'air, on a des commentaires qui sont totalement décalés de la réalité. On se demande même comment ces gens peuvent prétendre au titre d'experts. Bachar el-Assad, je pense, n'est pas du tout le dictateur assoiffé de pouvoir et assoiffé de sang que l'on a dit. C'est quelqu'un, il faut le rappeler, qui est arrivé au pouvoir parce que normalement, c'est son frère qui aurait dû prendre la relève après le décès d'Hafez el-Assad, mais le frère aîné de Bachar el-Assad étant décédé, c'est l'élite en place, l'élite alaouite en place en Syrie, qui a demandé à Bachar el-Assad de reprendre le pouvoir. Et il l'a fait à son corps défendant parce que lui était médecin à Londres, il n'avait aucune ambition politique, et c'était pas du tout quelqu'un qui avait l'intention d'avoir un pouvoir quelconque politique, mais il a été amené à le faire parce qu'on lui a dit que c'était, et je pense que c'était vrai quand on comprend la mécanique du pouvoir dans les pays arabes et dans les pays, j'allais dire, du Sud. Il était logique d'avoir Bachar el-Assad comme successeur. Alors, je me rappelle très bien que C'est dans l'air, les experts disaient oui, c'est une minorité qui s'impose. Donc, on avait l'impression de la dictature d'une minorité alaouite sur la majorité du peuple. En réalité, les problèmes sont très différents et c'est une chose que j'ai vue d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Afrique aussi, dans des situations semblables, dans des régions où on a des assemblages de tribus de grandeur inégale, eh bien, finalement, pour prendre le lead dans une situation comme ça, on a tendance à choisir la tribu la plus faible. Et c'était le cas d'ailleurs de Saddam Hussein. Il ne faisait pas partie des tribus les plus influentes, les plus importantes d'Irak. Kadhafi ne faisait pas non plus partie des tribus les plus influentes. Au contraire, il faisait partie des tribus les plus petites. Et c'est une logique différente de la logique qu'on a en Occident. En Occident, on a tendance à donner le pouvoir à la majorité en pensant que la majorité pourra s'imposer, éventuellement même par la force, à la minorité. Dans les pays du reste du monde, et en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, on a tendance à avoir un raisonnement inverse. On donne le pouvoir au parti qui ne pourra pas s'imposer par la force, parce qu'il est trop faible. Et par conséquent, on donne le pouvoir au parti qui cherchera à créer le consensus autour de lui et qui ne pourra pas le faire par la force parce qu'il est trop faible pour le faire. Et c'est pour ça que la minorité alaouite, qui est une minorité effectivement en Syrie, a le pouvoir depuis si longtemps en Syrie, alors que d'autres groupes ethniques et tribus sont beaucoup plus puissantes.
Donc, c'est pas c'est l'idée de s'imposer par le dialogue. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Bachar el-Assad de prendre la suite de Hafez el-Assad, parce qu'il n'y avait pas les autres tribus étaient beaucoup trop puissantes et pouvaient écraser les autres, si vous voulez. Donc voilà pourquoi Bachar el-Assad est arrivé au pouvoir, mais il n'avait lui-même pas l'intention de le faire. Et les échos que j'ai, je connais des militaires américains qui ont été en poste en Syrie avant la révolution, disaient que la vie en Syrie était tout à fait normale, était même très agréable, et qu'il y avait un sentiment de liberté qui existait. Et on voyait d'ailleurs, quand vous avez les photos ou les vidéos de ce qui se passait en Syrie avant la révolution, ou ce qu'on a appelé révolution, eh bien, c'est eu des vies très paisibles de ce pays. Et donc, et on sait par ailleurs, et je le sais d'ailleurs de première main, comme je l'ai dit, et ça a été confirmé par la suite d'ailleurs, que ce qu'on a appelé révolution syrienne est en fait venue des Occidentaux, n'est-ce pas, et en particulier des Israéliens. Et on a des images. Maintenant, je veux essayer de vous les retrouver. Excusez-moi, parce que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Mais voilà, ici, ça y est. Mais on a eu dès 2011, dès la fin du conflit en Libye, on a eu un effort concerté des Américains et des Israéliens pour déstabiliser la Syrie. Et ce sont les premières armes d'ailleurs qu'on a découvertes en Syrie. Elles ont été découvertes dans la région de Daraa, qui est au sud du pays, à la frontière avec le Golan occupé par Israël. Et les premières armes qu'on a découvertes étaient des armes d'origine israélienne. Et ça a été évidemment reconnu bien plus tard. On a des journalistes qui sont évidemment de ces journalistes qui trouvent qu'il est légitime de tuer des femmes et des enfants, comme Antoine Hasdet, etc., qui me traite de complotiste, qui contredit en fait les déclarations des Israéliens eux-mêmes, selon lesquelles les Israéliens ont effectivement fourni des armes à la Syrie, aux rebelles syriens plus exactement, ou aux mercenaires qui étaient en Syrie. Donc on a une révolution qui était totalement pilotée depuis l'extérieur à ce moment-là. Et ça a continué d'ailleurs parce que la situation a évidemment évolué, l'État islamique a été détruit, comme vous le savez, mais par la suite, on a continué à mettre la pression sur Israël, et on a mis cette pression plus tellement pour affaiblir la Syrie, qui était déjà affaiblie, mais plutôt pour affaiblir la Russie. Donc, Bachar el-Assad s'est très bien rendu compte de cette situation. Il a très bien vu que la situation était un peu désespérée, si vous voulez, et je pense que c'est la raison pour laquelle il a commencé à négocier avec les rebelles pour qu'il n'y ait pas de combat. Il a constaté que la guerre de 2011 à 2017 à peu près avait coûté de très nombreuses vies de citoyens syriens, qu'elle avait amené des destructions qui n'ont pas pu être réparées depuis, et par conséquent, l'idée de Bachar el-Assad était probablement de dire on ne va pas refaire une guerre, tant pis, ma foi, ça va être les islamistes qui prendront le pouvoir. Et puis, bah voilà, on leur donne on épargne des vies et on change de régime, c'est tout. Et c'est probablement ce calcul qui a été fait par Bachar el-Assad. Et on a très bien vu d'ailleurs que depuis l'intervention du 27 novembre, on n'a pas eu d'allocution, par exemple, de Bachar el-Assad. Il ne s'est pas adressé au peuple syrien, il n'y a pas vraiment eu de communication, il n'a pas recherché à mobiliser la population, il n'a pas cherché à mobiliser son armée. Donc on voit qu'il y avait vraiment l'idée
de dire ok, ça sert à rien de se battre et de détruire davantage le pays, et probablement il faut laisser les choses comme ça. Et on évoque souvent, je m'excuse, mon colonel, que même n'a pas osé, osé de demander l'aide de l'Iran ou de l'Hashd Shabi de l'Irak, malgré que Araqchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a déclaré si le gouvernement syrien souhaite l'aide, nous sommes à disposition. Mais malgré ça, Bachar Assad n'a pas sollicité des autres personnes qui évoquent qu'il a été lâché par les Russes et les Iraniens dans le cadre non, des il n'a pas été compromis. lâché par les Russes. Non, 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 il ne faut pas voir les choses comme ça. Il ne faut pas du tout voir les choses comme ça. Et Bachar el-Assad n'a pas voulu avoir une nouvelle guerre syrienne qui aurait fait d'énormes victimes. Et de nouveau, il faut sortir de la logique occidentale de garder le pouvoir, etc. Ce n'était pas quelqu'un qui était attaché au pouvoir, c'est quelqu'un qui était attaché, je pense, à ce que son peuple vive bien. Comme je l'ai dit, la révolution, ou soi-disant révolution qu'on a eue dans les années précédentes, était l'effet des Occidentaux et d'Israël. Enfin, dans les Occidentaux, je mets Israël parce qu'Israël n'est pas un pays du Moyen-Orient, c'est un pays en fait occidental. Et donc, on a un, comment dire, je pense que la logique, pas la logique humaine a fait dire, pas la logique politique, ni peut-être la logique même stratégique, mais la logique simplement humaine a fait dire à Bachar al-Assad, ça sert à rien de faire souffrir davantage le peuple. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas demandé même l'aide des Iraniens ou l'aide des Irakiens. Les Russes, c'est un peu différent. Les Russes, dans un premier temps, ont voulu aider Bachar al-Assad, mais apparemment, et c'est d'ailleurs ce que dit le communiqué du ministère des Affaires étrangères russe, les Russes n'ont pas été impliqués dans la négociation menée par le gouvernement syrien et les rebelles ou la Turquie. Je ne sais pas du tout, là, il n'y a pas de clarté à ce stade entre qui et qui a eu lieu cette négociation. Mais les Russes, dans un premier temps, ont voulu réagir parce qu'ils pensaient que l'armée syrienne réagirait, mais ça n'a pas été le cas et les Russes ont appliqué une logique assez simple. D'ailleurs, c'est la même logique qu'on a eue en Arménie lorsque les Arméniens ont cédé le Nagorno-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Les Russes ont dit, si vous-même, vous ne voulez pas défendre cette terre, ce n'est pas nous qui allons la défendre à votre place. C'est à vous d'abord de faire l'effort de défendre. Il faut se rappeler que la Russie est un pays qui s'est toujours battu jusqu'au bout pour son indépendance, sa liberté, même au prix de millions de vies humaines pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que des pays comme la France, par exemple, ont renoncé à se battre. La Russie est un pays qui a toujours accepté la guerre, enfin, à son corps défendant, puisqu'elle a pratiquement toujours été attaquée, à vrai dire. Et rappelez-vous des sièges comme le siège de Leningrad, où pendant des années, près de 3 ans, hein, la population, les 900 jours du siège de Leningrad, où la population a vécu dans des conditions dramatiques, mais systématiquement refusant de se rendre. Donc la Russie a ce sens que si on veut défendre quelque chose, eh bien, on en paye d'abord le prix soi-même et ensuite peut-être on est aidé. Et si les concernés, les populations concernées ne veulent pas elles-mêmes se défendre, il n'y a aucune raison de verser du sang russe. Donc je ne pense pas que la Syrie ait été lâchée par les Russes, mais simplement les Russes ont constaté très logiquement qu'il n'y avait aucune raison de verser du sang russe alors que les Syriens ne voulaient plus en verser. Et c'était légitime également de la part de Bachar el-Assad de décider qu'on ne se battrait pas. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que on a une Syrie qui va devenir en grande partie, en tout cas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la zone côtière dans la région où se trouvent les deux
les deux bases les deux bases russes. Peut-être je remets la carte ici pour que tout le monde, voilà. Pardon, excusez-moi, c'était pas ce que je voulais montrer. Je reviens sur mes cartes. Excusez-moi, j'ai pas vraiment eu le temps de me préparer suffisamment. Mais voilà. Donc la partie côtière du pays ici, qui est encore, enfin qui était hier encore aux mains de la légale, si vous voulez, du gouvernement. Et c'est là où il y a les deux bases russes, la base navale de Tartous et la base aérienne de Khmenim près de Latakia. Apparemment, les Russes étaient dans le processus de quitter ces bases. Est-ce qu'ils vont les garder? Est-ce qu'ils vont les quitter à terme? Je ne sais pas. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères russe hier disait que ces deux bases n'étaient pas menacées par les forces rebelles qui étaient entrées. Donc on risquerait d'avoir une Syrie maintenant qui a ce nouveau drapeau, hein, ce drapeau ici. Donc là, il y avait le drapeau de l'armée nationale syrienne avec les 3 étoiles. Et puis là, on aura probablement ce nouveau drapeau de la révolution des révolutionnaires du Hayat Tahrir al-Sham. Et on aura donc un État en partie islamique, ou islamiste, devrais-je dire plus exactement. Alors, c'est peut-être là que si aujourd'hui certains disent le grand gagnant de cette affaire, c'est Netanyahou, enfin Erdogan aussi, il faut regarder les choses avec peut-être un peu plus de circonspection. Tout d'abord, je rappelle que Erdogan a déclaré qu'il était prêt à intervenir en Israël. Et aujourd'hui, Erdogan, pour autant qu'il ait effectivement les liens qu'on lui prête avec le Hayat Tahrir al-Sham, eh bien, il a maintenant les moyens d'intervenir en Israël. Il est à la frontière d'Israël, alors qu'avant, il en était séparé par le territoire syrien. Donc, je ne suis pas sûr que pour Israël, ce soit un vrai gain. Par ailleurs, on avait autrefois un État laïque qui était dans cette région entre le Liban, l'Irak, la Turquie, un État alaouite qui est plutôt pro-occidental, à vrai dire, et quand on voyait la vie telle qu'elle se déroulait en Syrie avant que les Occidentaux viennent semer le trouble en 2011, eh bien, c'était un pays qui vivait de manière très analogue à ce qu'on connaît en Occident ou sur le pourtour de la Méditerranée. Aujourd'hui, on risque d'avoir un gouvernement islamiste, même si le Hayat Tahrir al-Sham s'est déclaré ouvert à la diversité, etc. Alors, je ne sais pas trop ce que cette diversité contient, mais à terme, je pense personnellement que c'est plus une menace pour Israël. Alors, ça a peut-être un aspect positif d'une certaine manière si on le regarde d'un point de vue arabe. C'est peut-être un point de vue un peu plus négatif pour des pays comme la Jordanie, par exemple, qui pourraient être contaminés par cet islamisme. Donc, je ne pense pas que ce changement de pouvoir en Syrie, finalement, se traduise par une stabilisation. Mais comme on l'a dit, ça faisait partie d'un concept de déstabilisation, pas de déstabilisation, mais de morcellement de la Syrie, passant par sa déstabilisation. Et puis plus largement, il y a quand même un autre phénomène qu'il faut relever là-dedans, parce que là, j'ai relevé que les réalités syriennes, et effectivement, ce sont bien les réalités syriennes qui doivent être vues en priorité. Mais il y a une autre réalité qui est quand même importante de rappeler, c'est qu'on se trouve, et je l'ai rappelé la fois passée d'ailleurs, on se rappelle que l'Ukraine
est devenue partie prenante de cette intervention, non pas contre la Syrie, mais plutôt contre les intérêts russes en Syrie. Et on a eu plusieurs actions des forces spéciales ukrainiennes en Syrie contre les forces russes. Et il faut peut-être revenir, pour le comprendre, à un document que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne à plusieurs reprises, sur d'autres chaînes aussi d'ailleurs, et qui est un concept de déstabilisation de la Russie qui s'appelait Extending Russia, Competing from Advantageous Ground, écrit par Rand Corporation en avril 2019. Et si vous regardez pardon, excusez-moi, faire comme ça. Si vous regardez les, comment dire, hop là, la table des matières de ce document qui comporte à peu près 300 pages, vous voyez qu'il y a un certain nombre de mesures pour affaiblir la Russie. Et ces mesures, elles sont, première mesure, fournir une aide létale, donc concrètement des armes à l'Ukraine. Deuxième mesure, accroître le soutien aux rebelles syriens. Troisième mesure, changement de régime au Bélarus. Mesure 4, exploiter les tensions dans le Sud-Caucase. Tout ça, c'est ce qu'on a vu ces dernières années, hein, les tentatives de coup d'État au Bélarus, les tensions entre les différentes républiques du Sud-Caucase, y compris la déstabilisation de certains pays, l'influence en Asie centrale, on a eu concernant le Sud-Caucase, on a eu les récents problèmes, et d'ailleurs qui sont d'ailleurs toujours en cours en Géorgie, et puis le problème de la Moldavie. Donc en clair, dans ces 6 mesures, vous avez à peu près tout ce qui couvre, même je dirais presque l'actualité d'aujourd'hui, à part en plus de la Syrie. Donc on voit bien qu'on est dans un plan qui a été mûrement réfléchi par les Américains et qui visait prioritairement à déstabiliser la Russie. Alors, ce plan a été élaboré en 2019, après que la Russie se soit impliquée physiquement en Syrie. Et je pense que les Américains ont surestimé l'intérêt que la Russie avait pour la Syrie. La Syrie est un allié traditionnel de la Russie et par conséquent, il était normal en 2015 que la Russie intervienne pour freiner l'État islamique qui s'avançait vers Palmyre, que les Occidentaux, selon les dires de John Kerry, le secrétaire d'État américain à l'époque, avaient dit que les Occidentaux avaient laissé l'État islamique se développer parce qu'ils espéraient que l'État islamique s'empare de Damas. Et c'est la raison pour laquelle les Russes étaient intervenus. Mais sinon, les Russes ont comme doctrine, si vous voulez, de ne pas intervenir dans les affaires des autres. Et par conséquent, on est avec la Syrie dans l'aboutissement d'un processus qui a été mené, qui résulte de 2 idées, si vous voulez, maîtresses. La première, c'est la balkanisation de la Syrie afin qu'elle la décomposer en différentes entités. C'est ce qu'on aura maintenant probablement avec une entité sunnite, une entité kurde et peut-être une entité alawite ou chiite dans la partie occidentale du pays. Je ne sais pas, mais c'est probablement ce qu'on aura. Et ça, c'est la première tendance. Donc, c'est le plan Yinon qui avait été élaboré par le conseiller de Benjamin Netanyahou et il y a déjà maintenant une trentaine d'années. Et puis, d'autre part, il y avait l'idée qui se superposait à ça dès les années 2018 à peu près et concrétisée par ce plan de 2019 de la Rand Corporation, qui était d'affaiblir la Russie sur tous les terrains où elle se trouve. Et effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit et on a vu qu'avec la défaite qui s'annonce en Ukraine, on voit ressurgir toutes ces tensions sur toute la périphérie de la Russie avec l'idée de mobiliser ses forces et de forcer la Russie à se battre sur plusieurs fronts.
Mais la Russie, je pense, ne va pas se lancer dans des aventures qui pourraient l'affaiblir. Et par conséquent, elle a admis, peut-être à son corps défendant, parce que je pense que la Russie a très bien compris que la Syrie était un facteur de stabilisation, de stabilité du Proche-Orient, et qu'en la donnant aux islamistes, et qui sont d'ailleurs, le Hayat Tahrir al-Shem, je le rappelle, est considéré comme mouvement terroriste par les Américains eux-mêmes, et par l'Union européenne, et par les, euh, les, les Nations Unies. Alors, mais selon les experts de France 5, ce sont de la société civile, hein, rappelons-le, ce qui est assez cocasse. Mais donc, on a aujourd'hui une Syrie déstabilisée, qui est imprévisible et dont la déstabilisation risque d'avoir des répercussions dans le futur. Maintenant, il est possible aussi que le fait d'avoir une force islamiste sunnite sur laquelle certains pays, comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, puissent avoir un levier, c'est pas impossible. La Turquie pourrait avoir aussi un levier sur ses forces qui sont finalement intellectuellement ou idéologiquement proches, et ça pourrait renforcer d'une certaine manière le front contre Israël. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant euh, parce que, alors, malgré le fait que les islamistes syriens n'aient jamais manifesté d'intérêt pour la résistance palestinienne, mais pas plus que, en fait, l'Arabie saoudite auparavant. Mais avec ce qui s'est passé en Israël, les massacres causés par l'armée israélienne, etc., eh bien, en fait, on pourrait voir les choses se modifier et le rapport de force qui, d'abord, enfin, ou les concepts, si vous voulez, que j'ai évoqués tout à l'heure, qui datent d'il y a une trentaine d'années, évoqués par les Israéliens et les Américains, ces concepts qui étaient probablement intéressants pour eux à l'époque, pourrait être négatif dans le futur et être le prélude d'adversaires beaucoup plus sérieux contre Israël. Donc ça, je pense que c'est un effet intéressant. Le Moyen-Orient et le Proche-Orient en particulier c'est une zone qui est en proie à des influences qui varient très rapidement, des perceptions des problèmes qui peuvent changer très rapidement. Et je pense qu'Israël, dans sa lutte contre la Syrie, est resté figé sur une image qui date de la guerre froide, à l'époque où la Syrie était un allié de l'Union soviétique, tout comme était l'Égypte pendant un temps, et puis où Israël était le bastion avancé de l'Occident dans un Proche-Orient qui était fortement imprégné de l'influence soviétique. Les choses ont changé aujourd'hui et on pourrait avoir finalement un renversement de situation qui aujourd'hui tourne à la défaveur d'Israël. Donc, je pense que c'est une évolution qui pourrait être intéressante. Il faudra voir, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, colonel, s'il vous plaît, dernier point concernant la situation en Syrie. Plusieurs observateurs pensent que la prise de pouvoir par des forces djihadistes, d'émulation djihadistes, sunnites, etc., ce sera quelque chose qui ne va pas servir les intérêts de l'axe de résistance dirigé par l'Iran et surtout Hezbollah, parce que la Syrie, c'est le terrain de renforcement de livraison logistique, souvent utilisée par l'Iran pour livrer des armes à Hezbollah, etc. Alors que Hezbollah, il est considéré par ses forces, par la Turquie comme l'ennemi aussi, comme le régime de Bachar Assad, l'ennemi qui a été impliqué, soi-disant, dans des crimes contre les Syriens, etc., dans le soutien du régime de Hezbollah, etc. Qu'est-ce que vous pensez?
Alors c'est possible, hein, comme je l'ai dit, les rebelles, enfin ce qu'on appelle rebelles en Syrie, les islamistes en réalité, n'ont jamais montré beaucoup de sympathie, ni pour la résistance palestinienne d'une part, ni évidemment pour le Hezbollah. Et ils se sont d'ailleurs combattus durant la guerre en Syrie entre 2012 et, enfin oui, 2011-2012, et, mais surtout 2012, parce qu'après le Hezbollah est venu, si vous voulez, faire des sortes de zones tampons pour éviter que les forces islamistes puissent attaquer le Liban. Et c'est la raison pour laquelle les forces du Hezbollah sont, avec l'accord du gouvernement syrien, ont pu entrer sur le territoire syrien. Donc ils ont combattu, et il est probable effectivement, enfin en tout cas dans le passé, on a vu qu'il y avait un antagonisme. Mais de nouveau, on est dans une zone où les alliances peuvent changer très rapidement.